tout de suite. Merci à tous en tout cas d'être là ce matin. On est un peu en configuration compliquée chez nous parce que le Covid est passé par nos bureaux, donc on a 4 cas positifs. Je suis content d'être avec vous ce matin parce que j'ai passé 10 jours à dormir à peu près. Donc ce matin, je me suis levé à une heure à peu près décente. Mais en matière d'organisation, ouais, dans nos équipes, on est encore pas mal impacté. Donc voilà, on serre les fesses pour tenir jusqu'à Noël, quoi. Alors, on va parler effectivement des médias locaux. Le timing, Thomas le disait, est plutôt le bon, puisque la semaine dernière à Paris s'est tenue la première édition des Assises des médias audiovisuels locaux, un événement qu'on a organisé avec nos camarades du CIRTI, je vais y revenir. Et on s'est effectivement attelé à savoir comment les médias locaux étaient perçus par la population française. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux vous rappeler qui nous sommes et ce que nous faisons. Au travers de la petite présentation que Thomas va projeter. Alors, je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi. Oui, voilà, merci. Alors, nous, on est avec Mediaron d'abord une régie publicitaire. Je veux bien que tu appuies sur le petit bouton. Les médias locaux, oui, donc c'est le sujet qui nous amène ce matin, je le disais. Pour remettre les choses dans le contexte, qui sommes-nous et que faisons-nous? On se connaît pour un certain nombre d'entre vous, mais pas forcément tous au même niveau. Donc nous, on a une activité d'abord de régie publicitaire depuis 6 ou 7 ans maintenant. On intervient sur une zone géographique qui est l'Alsace-Moselle. On gère à peu près 400 clients qui sont tous des acteurs de la distribution, de l'économie, des services, des loisirs. On couvre la zone alsacienne avec des commerciaux dédiés de Mulhouse à Sarrebourg, et on a fait une année 2021 assez forte. J'ai passé l'année 2020, année Covid, à penser qu'on ne retrouverait jamais les bases de 2019, qui avait été une année de référence pour nous. Et en définitive, on clôt cette année 2021 en ayant fait bien mieux que 2019. On est vraiment sur un territoire où, en matière d'activité, il se passe beaucoup de choses. Donc on en profite, on est directement lié, encore une fois, à ce qui fait la vie économique du territoire. Donc ça, c'est pour la partie régie publicitaire. Je vais y revenir en égrenant rapidement les différentes slides qui concernent nos différents métiers. Et puis sur Top, on emploie 18 salariés depuis 5 ans, puisqu'on a pu racheter le premier support qu'on commercialisait déjà depuis quelques années. Et donc, on a une population composée d'animateurs d'un côté, de journalistes, de community managers et de techniciens, pour faire court. Voilà l'écosystème dans lequel nous évoluons, et une troisième brique viendra compléter les deux que je viens de vous présenter là, avec l'intégration dans les tout prochains jours d'un studio de production de spots publicitaires audio et un peu vidéo, mais principalement audio, qui est une structure qui a été créée en Lorraine il y a une vingtaine d'années, et avec laquelle évidemment on va adhérer très tôt à l'UCC Grand Est, parce que nos clients sont également les agences que vous êtes. On aime bien se définir en matière de régie comme étant le porte-voix des actions commerciales à l'échelle de l'Alsace et de la Moselle, je le disais. On connaît à peu près tous les acteurs de la distribution. Quand en 2020, les périodes de confinement sont arrivées, évidemment, nos activités aussi ont marqué un coup d'arrêt, mais vite, nos porte-voix ont retrouvé une certaine activité. On commercialise de la radio, on va y revenir, de la presse, du digital. On s'est diversifié dans le sport avec les internationaux de tennis en particulier. Et puis, on organise des événements pour nos propres enseignes, pour celles de la station en particulier, et puis également pour certains de nos clients, mais j'y reviendrai aussi. Pour ce qui est de la radio, c'est la slide suivante. 2 stations composent notre offre. DKL, qui ne nous appartient pas, mais qu'on a pris en co-régie il y a quelques temps. DKL, c'est l'ancienne Dreieckland qui touche en Alsace une population de soixantenaires à peu près, et qui a reformaté son programme pour se rapprocher un peu de ce que sont historiquement Nostalgie ou RFM. Voilà, une station qui retrouve une bonne vitesse de croisière, qui couvre à peu près le même territoire que celui de Top, à savoir l'Alsace tout entière, la Moselle en plus pour ce qui est de Top. 2 modèles qui ont été créés dans les années 80 et qu'on s'est attelé à redynamiser depuis quelques années, mais j'y reviendrai aussi. Et puis Top rapidement, donc, qui est une station plus grand public, avec un cœur de cible aux alentours de 42 ans. Là aussi créé en 84 et qu'on s'est attelé à redynamiser et à commercialiser de façon active vraiment depuis 5 ans à peu près maintenant.
En matière de presse, on est quelques-uns à être passés par la maison Lagardère pendant quelques années, donc on a gardé des relations de confiance avec cette maison qui nous a abrités. On continue donc à commercialiser les éditions régionales des magazines Elle et Paris Match, ainsi que Télé 7 d'ailleurs. Et puis en matière de proximité et de support de communication et d'information de proximité, on s'est rapproché également des DNA, du groupe EBRA, et on a conçu il y a quelques mois maintenant un pack combiné qui mêle en fait des parutions dans la presse, des spots radio et de la présence sur les supports digitaux du journal d'un côté et de la radio de l'autre. Ça faisait sens pour nous que de nous rapprocher de cet acteur historique de la région, et on s'est dit qu'ensemble on était plus fort. On a fait main dans la main une belle année 2021 également auprès de certains annonceurs régionaux, qui soient d'ailleurs sur des toutes petites zones de diffusion ou alors à l'échelle de l'Alsace. Le digital, évidemment, est venu enrichir notre offre. Si on regarde la façon dont en 2021 les investissements publicitaires sur le plan national se sont ventilés, on s'aperçoit qu'en fait ce qui a été investi sur les supports digitaux équivaut à l'addition de tous les supports classiques que sont la télé, la radio, le cinéma, l'affichage. Il y a eu autant d'argent investi sur les supports digitaux en France cette année que sur les médias classiques traditionnels. Avec quand même une précision d'importance qu'on peut regretter, c'est le fait que ces investissements digitaux sont pour 90% captés par Google et par Facebook en particulier. Nous, on a développé un certain nombre d'extensions digitales, évidemment les podcasts en font partie, des campagnes SMS, enfin en tout cas voilà des éléments connexes qui viennent compléter nos actions de com grand public par ailleurs. Le digital fait maintenant pleinement partie de notre offre, bien entendu. Je vous parlais du sport tout à l'heure. La démarche en fait est la même qu'en matière d'exploitation de nos médias. Quand on gère, quand on travaille avec 400 clients en Alsace qui sont tous des acteurs de la distribution, on se dit que ces mêmes structures peuvent également être intéressées par des événements dans le domaine du sport qui leur permettent de réunir leurs clients ou leur contact au sens large. Donc on a participé il y a 2 ans maintenant au rachat des internationaux de tennis avec mes 3 camarades associés. On a connu 2 éditions un peu tronquées évidemment, 2020 et 2021, mais 2022 devrait nous permettre de retrouver une vitesse de croisière classique. Le modèle économique des IS, c'est pour moitié du réceptif qu'on vend, des déjeuners et peut-être en 2022 des dîners, puisqu'en fait on est vraiment dans le sillage de Roland-Garros et on s'appuie sur le modèle que les Parisiens nous proposent et partagent avec nous. Donc on devrait également jouer en soirée l'année prochaine si techniquement on y arrive. Et puis on a créé une compétition de golf avec Henri Lecomte, dont on fête d'ailleurs aujourd'hui les 30 ans de Coupe Davis gagnée à Lyon en 91. C'est vraiment là aussi de la proximité, ce sont des événements de terrain et on y amène encore une fois nos clients qui volontiers s'y greffent pour encore une fois développer leurs activités évidemment. En matière d'événements, on a réuni il y a un mois, quand on y pense aujourd'hui, l'échelle temps est un peu particulière. Il y a un mois, on a réuni 12 000 personnes au Zénith non masquées qui pendant 6 heures, de 18h30 à minuit et demi, ont applaudi 14 artistes nationaux et régionaux. Alors évidemment, aujourd'hui, on ne pourrait plus le faire dans les mêmes conditions, mais on a organisé là la 5e édition de notre Top Music Live, qui est vraiment notre grand-messe qu'on organise 2 fois par an. Et puis on a également eu l'occasion en 2021 de baliser cette année avec des événements de plus petite envergure, nos Top Music VIP qui nous ont permis d'accueillir des artistes importants, avec là aussi la collaboration évidemment des annonceurs de la région. Et puis pour finir, on a décidé de lancer dans le digital il y a quelques petites semaines maintenant un nouveau standard, une nouvelle plateforme d'e-commerce en fait. L'année dernière, vous vous en souvenez, en décembre de l'année dernière, les commerçants étaient nombreux fermés. Il y a eu beaucoup d'initiatives régionales qui ont été prises en matière d'e-commerce. La chambre de commerce, les associations de commerçants, la région Grand Est ont créé des marketplaces, sont venus nous voir, nous ont acheté de l'espace pendant 1 ou 2 semaines
Et évidemment, ces initiatives ont eu beaucoup de mal à perdurer parce qu'on n'impose pas un nouveau modèle en si peu de temps. Et donc, on s'est dit, nous, en début d'année, qu'en définitive, c'était à nous de créer cet outil, puisqu'on a les canaux de diffusion à l'antenne, sur le digital, au travers des événements qu'on organise. Et donc, on fédère depuis un mois et demi maintenant, des acteurs du commerce alsacien sur ce qui devrait être à terme une alternative régionale aux grands acteurs nationaux ou mondiaux que sont Amazon ou d'autres encore. Et donc, avec le Top Shopping, on propose aux annonceurs régionaux, encore une fois, d'y faire du commerce au travers d'une boutique qu'on a créée pour eux. Ou alors, notre deuxième option, c'est une vitrine qu'on leur propose, et donc la charge pour nous d'animer et de faire vivre cette nouvelle façon de commercer, parce qu'encore une fois, nous, depuis 35 ans, et on revient vraiment à la proximité qui ce matin nous intéresse. Depuis 35 ans, on vit avec les commerçants régionaux et on se dit que si leur commerce est en pleine mutation, il faut qu'on prenne, nous, le même chemin. D'où la création de cet outil qu'on a ficelé avec deux acteurs régionaux importants. Il nous semblait primordial qu'on soit des acteurs là aussi à 800 mètres les uns des autres. Donc la structure a été créée par AW Innovate et c'est la pierre angulaire du projet Paysurf qui a été développé par le Crédimut et le CIC. Et donc, ces trois acteurs devraient nous permettre la mise sur orbite là, durant les prochaines semaines de cette nouvelle plateforme d'e-commerce régional dédiée aux commerçants locaux. Donc, je fais rapidement un focus sur Top parce que c'est dans la droite ligne de ce qu'on se dira tout à l'heure sur les médias locaux. Top Music est un média local qui a été créé dans les années 80. Moi, j'ai eu la chance d'y faire mon seul stage de ma pauvre vie d'étudiante en 85, et en définitive, ce que j'y ai vu à l'époque est encore très proche de ce qu'on y fait aujourd'hui, sauf qu'il a fallu évidemment qu'on s'adapte. En matière de médias locaux, les radios sont imposées en quelques dizaines d'années, mais ont évolué parce qu'on est tous passés du robinet à musique exclusif qu'on a été pendant très longtemps à une offre plus riche aujourd'hui, et c'est ce qui fait qu'on s'en sort plutôt bien, malgré le fait qu'on soit sur un modèle qui est quelques dizaines d'années d'existence maintenant. Évidemment, c'est un média qui invite au divertissement, c'est pour ça qu'on y diffuse de la musique, et quand on reçoit au Zénith Bruel, Gims, Louane ou Calogero, ces artistes viennent tous gratuitement jouer pour nous, parce que sinon on pourrait pas organiser ces grands messes-là. C'est simplement la démonstration que les plateformes de streaming, qui sont aujourd'hui nos premiers concurrents en matière de diffusion de musique, n'ont pas la possibilité, la puissance aujourd'hui pour imposer un titre ou un artiste. Donc la radio, elle continue à avoir des relations très privilégiées avec les artistes qui ont bien compris que sans nous, ils seraient dans les difficultés. Donc les quatre leviers, encore une fois, qui composent le contrat qui nous lie à nous 500 000 auditeurs qui à peu près nous font confiance chaque semaine. C'est donc le divertissement au travers de la musique, l'information. Si on était resté un simple robinet à musique, on aurait du souci à se faire, et on voit les radios nationales, Énergie par exemple, qui est une machine de guerre depuis très très longtemps, mais dans la pénétration nationale était il y a encore 4-5 ans de 12 points et passé à 8,5, parce que quand on se limite à la seule promesse de diffuser de la musique, évidemment les plateformes du streaming font très bien le travail, donc il faut qu'on enrichisse nos contenus. Donc l'information pour nous elle est importante. On a 6 journalistes à temps plein. Le service fait partie également de notre contrat avec nos auditeurs. Quand on organise à l'antenne tous les matins une chronique dédiée à l'emploi et qu'on transforme ce rendez-vous quotidien en job dating au Zénith, tel qu'on a fait encore récemment en réunissant 4000 personnes, on est vraiment dans le service. La récompense, c'est également ce qui nous lie à nos auditeurs. Et quand on invite 12 000 personnes au Zénith, là aussi, on a une relation exclusive avec les gens qui nous suivent. Et puis après, il a évidemment fallu qu'on se diversifie sur les supports digitaux. C'est vrai pour nos réseaux sociaux qui sont aujourd'hui, on doit avoir 100 000 abonnés, je crois, sur la page Facebook de Top à l'heure actuelle. On a beaucoup développé les podcasts, on a été assez novateur dans ce domaine-là. Et donc, évidemment, il faut qu'en matière de digitalisation et de transformation digitale, on aille au bout, et on s'y emploie évidemment tous les jours. Le maître mot qui lie, encore une fois, ces différents ingrédients, c'est vraiment la proximité. Et c'est ce qui nous sauve à l'heure actuelle, et vous le verrez tout à l'heure avec l'étude réalisée dans le cadre des assises des médias locaux. C'est vraiment ce que demande le public plus que jamais. J'en termine avec ce topo lié à la radio, la zone de diff, j'en ai parlé tout à l'heure. Notre terrain de jeu, c'est l'Alsace.
Il faut vraiment qu'on soit conscient du fait, moi c'est un credo profond pour moi, qu'on soit sur un territoire favorisé, privilégié. Quand on échange avec nos camarades des autres régions françaises, on s'aperçoit que tous les territoires n'ont pas retrouvé le niveau d'activité qu'est le nôtre. La région Alsace et plus largement la région Grand Est est un territoire sur lequel il se passe un certain nombre de choses. Nous, si on était sur un territoire atone sur lequel il y ait peu d'activité, on en subirait évidemment les conséquences. Et donc, il se trouve qu'au fil des années, on a été autorisé à couvrir l'Alsace. On avait espéré couvrir le Grand Est il y a encore 15 jours, 3 semaines, mais le CSA, pour l'instant, ne nous a pas suivis. Donc voilà, on diffuse nos programmes en FM, sur nos applis, sur nos sites web, et puis également en DAB+, c'est le petit logo verdâtre que vous voyez sur la slide, qui est depuis 3 ans maintenant diffusé également sur la zone qui nous concerne, et les nouveaux véhicules maintenant sont équipés de cette nouvelle norme. C'est aussi un acte de proximité, mais j'y reviendrai. Tu peux passer à la suivante si tu veux bien. Alors, j'en viens aux assises de l'audiovisuel local, puisque c'est le sujet qui nous amène ce matin. Il y a pile une semaine, le 25 novembre dernier, se sont réunis à Paris un grand nombre d'acteurs de l'audiovisuel local et de la presse d'ailleurs écrite également. Il nous a semblé important de réunir encore une fois tous ces acteurs et surtout de leur permettre de rencontrer en fait le législateur et les ministères concernés. On a passé cette journée avec Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, et puis on a accueilli un certain nombre de députés qui sont très actifs en matière de réforme de l'audiovisuel. Je pense à Aurore Berger en particulier, ou plus proche de nous, Bruno Studer, qui est tout à fait en première ligne sur ces sujets. Et cette manifestation, on l'a organisée avec le CIRTI, qui est le syndicat des radios indépendantes dont je suis secrétaire. Je veux bien que tu passes à la slide d'après si tu veux bien. Le CIRTI, c'est quoi? C'est un syndicat qui a été créé en même temps que les radios dans les années 80 et qui compte aujourd'hui 178 radios indépendantes qui couvrent l'ensemble du territoire national. Les audiences des radios sont publiées toutes les 8 semaines sur le plan national, et les radios du CIRTI sont la première audience de France, puisque tous les jours, 9 millions de personnes écoutent nos 178 stations. Alors dans ces 178 stations adhérentes au sein du syndicat, on a évidemment des toutes petites zones et puis des réseaux maintenant quasiment nationaux. On est le premier employeur de la radio privée en France avec 2500 salariés, dont 500 journalistes. Et donc avec ce syndicat, on a souhaité créer ces assises pour effectivement amener le législateur à prendre conscience du fait d'abord de notre poids et de notre ancrage, tirer les enseignements de 2020. 2020 a été une année évidemment particulière avec les fermetures de commerce, avec les confinements et les couvre-feux. Et quand face à nous, les acteurs nationaux ont à peu près tous décidé de baisser le rideau, sont rentrés chez eux et sont revenus 2 mois plus tard, nous on a continué à travailler, on a rendu d'innombrables services à toutes les personnes qui ont fait la vie du territoire en cette période particulière, et surtout on a maintenu le lien. Et il est resté de cette année 2020 en matière de contenu des rendez-vous qu'on a pérennisés sur nos antennes. Alors je parle de nous ici, mais mes camarades ailleurs en France en ont à peu près fait tous de même. Nous, on a aujourd'hui à l'antenne beaucoup plus d'interventions, le propos est beaucoup plus incarné qu'il ne l'était auparavant, et on fait aujourd'hui encore plus la part belle à tous ceux qui font vraiment la vie du territoire. Il est important qu'on ait cet élément-là en tête. Une communauté, une société, c'est un rassemblement d'individus, et nous, notre rôle, c'est d'être là encore le passe-plat et de faire connaître en fait toutes les initiatives qui sont prises à l'échelle du territoire qui nous concerne. Et puis l'autre motivation qui était la nôtre quand on a organisé ces assises la semaine dernière, c'est amener là aussi le législateur à prendre conscience des risques face auxquels on se trouve. Vous le voyez dans le domaine des médias nationaux, aujourd'hui on est vraiment à l'heure des grandes manœuvres. Tous les groupes de presse à l'échelle nationale aujourd'hui sont en train de repenser leur modèle. Je pense à Bolloré chez Europe 1, je pense à la fusion TF1 M6 qui est en route. Nous on est assez, on n'a pas d'a priori négatif concernant cette fusion-là. Même rassemblés, même réunis demain, TF1 M6 resteront à l'échelle européenne un assez petit acteur en définitive face aux autres acteurs de poids qui déjà aujourd'hui existent. Mais il ne faudrait pas que ces grandes manœuvres permettent en fait une dérégulation du marché publicitaire. Et nous, on vit uniquement
du marché publicitaire à 100%. Le chiffre d'affaires qu'on réalise, il est intégralement issu de ces mannes-là. Il y a deux gros warnings qui s'allument pour nous et pour la presse quotidienne régionale également. C'est d'abord le fait que la télévision est aujourd'hui accès à la télévision adressée. Ça signifie que si vous regardez votre télé grâce à votre box, on sait à peu près tout de qui vous êtes et de ce qui vous intéresse en matière sur le plan du commerce, mais en matière de centre d'intérêt de façon plus large. Donc aujourd'hui, dans un écran publicitaire classique de 10 spots pub nationaux, on va pouvoir vous adresser à vous et rien qu'à vous un spot publicitaire qui vous est dédié parce qu'on vous connaît. Mais ce spot-là aujourd'hui ne peut pas être adressé au titre du lieu de vente, sur le secteur sur lequel vous habitez. On va pouvoir vous dire, puisque tu aimes les meubles, va chez Ikea, mais on va pas pouvoir vous dire, tu es à Strasbourg, donc va chez Ikea à Strasbourg. Et les télés aimeraient beaucoup, évidemment, accéder à ça. Et nous, c'est notre raison d'être publicitaire depuis très très longtemps, que d'être vraiment dans la proximité et dans l'adressage. Donc on est très vigilant quant au fait que cette règle ne soit pas demain revue et qu'elle permette à la télé d'aller plus loin. Et puis après, il y a une autre vigilance importante pour nous, c'est le fait que précisément la télévision ne puisse pas demain avoir accès à la grande distribution pour ses opérations promotionnelles, parce que c'est pour nous 50% de notre chiffre. Et quand je dis nous, ce sont les télés régionales, ce sont les radios régionales et la presse quotidienne. Donc il faut vraiment que le législateur sache qu'encore une fois, on est vigilant et qu'on veillera à ce que ces verrous ne sautent pas. Ces assises, on les a organisées donc avec nos camarades. Je veux bien que tu envoies, si tu veux bien, l'étude, merci. Ces assises, on les a organisées avec nos camarades des radios privées, les Local TV, qui est le syndicat qui regroupe en France 45 chaînes de télé régionales. Et donc, pour nourrir ces assises, on a fait réaliser un sondage à IFOP, que je veux bien que tu envoies, Thomas. Et on s'est attelé à savoir si le média local était intéressait en fait la population française. Que pensez-vous des médias locaux? Comment les percevez-vous? Et qu'en attendez-vous? Ce sont en substance les questions qui ont été posées. La méthodologie, elle est assez classique. Le sondage a eu lieu en septembre dernier auprès de 1000 individus qui ont été sondés online. Donc les questions qui ont été posées, lesquelles étaient-elles? Est-ce qu'à vos yeux, les médias locaux sont des médias de confiance? Quand on vous parle, nous, médias locaux, est-ce que vous considérez que nos propos sont dignes d'intérêt? Et en fait, on voit la confirmation de ce qu'on voyait émerger déjà depuis quelques années, à savoir le fait que tout ce qui est issu du digital, les pure players et puis les réseaux sociaux, sont encore synonymes de défiance. On accorde en fait peu de crédit à ce qui est strictement issu du digital. C'est pas neuf, hein. Il y a 10 ans déjà, les études disaient à peu près la même chose. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de savoir comment effectivement les médias locaux étaient perçus, et on s'aperçoit que globalement, le média local est digne de confiance pour 80% de la population. C'est vrai aussi pour les médias nationaux, et c'est donc beaucoup moins vrai quand même pour les supports digitaux. Les préoccupations des Français en matière d'information, est-ce que quand on vous parle d'infos sur les médias locaux, est-ce que en substance vous nous considérez comme étant des robinets à musique, ou est-ce que vous considérez que l'information qui est délivrée chez nous est digne d'intérêt? On s'aperçoit que c'est vrai aussi. Quels que soient d'ailleurs les thèmes, on va le revoir, qui sont abordés, qu'il s'agisse de thèmes locaux ou de thèmes nationaux, les médias locaux sont dignes d'intérêt et sont proches des préoccupations des Français. Vous le voyez, 5,7 sur 10, les médias nationaux sont à 5,4, et là encore, le digital est à la peine. Aujourd'hui, les pure players, on s'aperçoit que ce qui fonctionne sur le net, c'est souvent une déclinaison digitale de ce qui existe par ailleurs, mais toutes les créations ex nihilo ont beaucoup plus de mal à s'imposer. Y a-t-il une complémentarité évidente pour les Français entre les médias locaux et les médias nationaux? On s'aperçoit que, heureusement, oui, même quand il s'agit de thématiques nationales, la crise sanitaire, la façon dont elle a été traitée par les médias locaux a été considérée comme étant digne de confiance par les Français. C'est vrai aussi sur les élections locales, où les médias nationaux et
les médias locaux sont là aussi dignes d'intérêt pour les Français. Et quand on parle encore une fois de médias locaux, on parle bien de la presse quotidienne régionale, des chaînes de télévision et des radios locales auprès d'une cible adulte de 15 ans et plus. On peut être un acteur local en matière de médias et s'intéresser évidemment aux thèmes nationaux, les élections présidentielles qui se dessinent. On a vu les premiers candidats agiter leurs bras là depuis quelques jours, donc on va être nous aussi évidemment sur le pont sur ces sujets-là. Là aussi, la presse quotidienne régionale est particulièrement digne de crédit aux yeux des Français. C'est vrai aussi pour les chaînes de télévision locales et pour les radios locales que nous sommes, même quand il s'agit là encore de sujets nationaux comme les élections par exemple. Alors, est-ce que vous êtes attaché aux médias locaux, puisque c'était en fait la démonstration qu'on voulait faire. Il fallait que la ministre qui était présente comprenne qu'encore une fois, les Français avaient besoin de nous, et donc un tiers des Français ont une très bonne image des médias locaux et considèrent même qu'elle peut être meilleure, cette image, que les médias nationaux. Encore une fois, il n'y a pas de guéguerre entre le national et le local, mais il faut encore une fois que les deux perdurent et cohabitent. Qu'est-ce qu'on attend d'un média local? En fait, un peu la même chose que du média national, à savoir de l'information d'actualité au sens large. Je vous le disais, chez nous, on a 6 journalistes à temps plein qui, et sur le digital et à l'antenne, traitent de l'information au sens large. On fait toujours la part belle, on ouvre toujours nos journaux avec de l'information régionale et on la complète avec de l'actu nation. Mais en tout cas, voilà, il faut qu'en matière d'attente, les infos soient bien présentes. Quand on regarde la motivation de connexion sur notre site web, par exemple, c'est l'information qui est le premier, la première motivation de connexion, c'est l'info. La deuxième motivation, c'est le streaming, c'est le programme qu'on y diffuse à l'audio. Et puis le troisième thème, c'est l'horoscope. Donc on a remis en place un horoscope l'année dernière. Donc en tout cas, pour ce qui est des thèmes qui sont attendus, c'est évidemment l'actu, c'est l'information pratique, c'est la musique et on est en première ligne. C'est le relais de la vie culturelle à qui on fait aussi beaucoup de place. Et puis c'est tout ce qui est lié à l'information économique, par exemple, ou au divertissement. Pour finir, ou quasiment, évidemment, les Français, et c'est la démonstration qu'on voulait faire, sont attachés aux télévisions et aux radios locales, mais aussi à la presse quotidienne régionale. Encore une fois, vous le savez certainement, mais la France est un pays atypique à plein d'égards. La presse, encore aujourd'hui, s'appuie sur des règles qui ont été fixées après la guerre, après 39-45, et en 47 exactement, avec la loi Bichet, qui a permis à la presse de retrouver voix au chapitre, d'exister simplement à nouveau. Aujourd'hui, cette loi Bichet, qui était tout à fait vertueuse à l'époque, se retourne un peu contre la presse, puisqu'en fait, on est le seul pays du monde à avoir une offre de presse quotidienne ou hebdomadaire aussi dense, aussi riche. Je prends juste un exemple. Quand en Allemagne, Spiegel, qui est le news hebdomadaire d'information, tire à 1 million d'exemplaires, en France, on a 3 titres qui tirent à peu près à 400 000 exemplaires, l'Express, le Nouvel Obs et Le Point. Ce qui fait que ces 3 titres sont tous dans des équilibres à peu près précaires, compliqués, quand en face de nous en Allemagne, un seul acteur est autrement plus puissant, encore une fois, parce que la concurrence est moindre. Et si on regarde comme ça l'ensemble du paysage de la presse écrite en France, la situation est à peu près la même. On a permis, après la guerre, la création de très nombreux journaux qui aujourd'hui sont, pour certains d'entre eux, dans des situations compliquées. C'est moins vrai dans l'Est aujourd'hui. Vous l'avez peut-être vu récemment, puisque le groupe Crédit Mutuel a annoncé un retour à l'équilibre de son activité média et des 11 journaux dont ils sont propriétaires. Et il faut être conscient du fait que si cet acteur important de la vie régionale n'avait pas investi dans ces titres, je ne sais pas qui aurait pu le faire, mais en tout cas, voilà, c'est bien de voir qu'encore une fois, cette presse quotidienne continue à se bagarrer, à migrer encore sur des supports digitaux évidemment, mais continue à toucher avec ses versions papier encore un large public. Donc la population française en général est donc attachée à la télévision locale, à la radio locale et à la presse quotidienne écrite par ailleurs. Voilà, c'est la dernière partie à laquelle on voulait nous arriver face à nos interlocuteurs. Est-ce que vous souhaitez que
vous, la population, que la presse quotidienne, que la radio et que la télévision régionale soit demain plus dense en région, puisqu'a priori elle vous rend service? La réponse est plutôt globalement oui. Est-ce que vous pensez que le choix est déjà large aujourd'hui, mais est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Globalement, les Français répondent plutôt par l'affirmative et ça nous va bien évidemment. Ouais, c'est à peu près ce que je viens de vous dire. On peut revenir, Thomas, si tu veux bien, à la dernière slide de la présentation de tout à l'heure. Fort de ces constats-là, qu'est-ce qu'on a, nous, souhaité proposer à nos interlocuteurs lors de ces assises? On se bagarre en fait pour que les médias locaux aient un réel statut et une labellisation. C'est-à-dire qu'on voudrait être reconnus comme des acteurs de proximité utiles. Je rappelle encore une fois qu'on vit exclusivement de l'argent privé aujourd'hui. Le paysage radio, il est large. Nos radios à nous ne perçoivent pas d'argent public. C'est pas vrai pour les télés régionales qui ont besoin des acteurs de la collectivité pour survivre. Mais nous, en tout cas, voilà ce qu'on souhaite pour l'ensemble de ces acteurs-là. C'est une labellisation, le fait qu'on soit effectivement reconnu après qu'on ait évidemment répondu à un cahier des charges précis comme étant des acteurs de proximité. On demande aux législateurs protection et soutien. Je fais référence là, encore une fois, à ce que je rappelais tout à l'heure, à savoir la dérégulation du marché publicitaire et le fait que les grands acteurs nationaux en matière de télé, en particulier, ne puissent pas avoir accès à ce qui compose pour nous à peu près 50% de nos revenus. On a demandé également la création d'un fonds de soutien à la diffusion hertzienne, parce qu'il est important pour nous qu'on soit, nous, maîtres de notre diffusion. On voit les bras de fer qui opposent depuis quelques années les fournisseurs d'accès Internet et les chaînes de télé. Les FAI considérant que les chaînes de télé se servent de leurs canaux pour diffuser leurs programmes, et les chaînes de télé considérant que ces FAI se servent de leurs programmes pour créer, diffuser des contenus et donc générer des abonnements. Donc nous, on veut rester maître de notre diffusion. Les émetteurs souvent nous appartiennent. C'est vrai en FM et en DAB+, si on ne veut pas dépendre, encore une fois, d'acteurs internationaux souvent qui pourraient à terme nous imposer des coûts, en tout cas à prendre en charge, qui ne nous vont pas. On a demandé également un soutien à l'innovation, parce qu'on est effectivement tous partis pour aller aussi loin que possible dans la transition digitale, donc on a besoin également de là d'un coup de main. Et puis enfin, c'est une mesure forte si elle aboutit, on a demandé à la ministre la mise en place d'une fiscalité incitative avec un crédit d'impôt pour les investissements publicitaires. Je le disais tout à l'heure, en 2021, les GAFA ont capté l'équivalent de ce que les médias classiques, télé, radio, affichage, presse ont généré par ailleurs. Sauf que, on le sait, ces structures sont toutes hébergées fiscalement dans d'autres pays que le nôtre. Et donc, il faut à un moment que les acteurs qui jouent le jeu, qui sont physiquement implantés chez nous, soient favorisés. Donc, on a demandé la mise en place d'une fiscalité incitative et le fait que, par exemple, les investissements publicitaires sur les médias locaux puissent générer un crédit d'impôt. Voilà, on discute avec, encore une fois, le Parlement qui n'a pas été aussi loin qu'il aurait voulu d'ailleurs en matière de réforme du monde audiovisuel, mais on sait que les dernières années ont été un peu compliquées. Pour finir, si on fait un peu de prospective et qu'on regarde devant nous, moi, ma conviction profonde, c'est que plus nous serons soumis à un flux permanent de notifications sur nos smartphones, plus on aura l'impression d'habiter un village global et d'être informé quant à ce qui se passe en Californie ou au Bangladesh, plus on aura besoin des médias locaux qui continueront à faire le lien. Et pour moi, il n'est pas du tout antinomique de vivre à l'échelle mondiale, mais en même temps s'intéresser à la vie du territoire sur lequel on évolue dans un rayon de 50, 100, 200 km autour de chez soi. Et je pense que l'avenir sera certainement fait de ça, des acteurs mondiaux qui continueront évidemment à nous distiller leurs infos, et c'est vrai aussi pour le divertissement d'ailleurs, avec par exemple les plateformes de streaming. Mais je pense qu'on peut être tout à fait connecté à cet environnement mondial et plus que jamais ressentir le besoin d'appartenir encore une fois à un territoire, celui sur lequel on vit soi-même.
Si on s'arrête pour terminer sur les 3 métiers qui ce matin nous intéressaient, les télés locales vont certainement aller, et on voit ce qui se dessine dans les autres régions de France, vers une mutualisation de leur contenu. On voit que BFM tisse sa toile petit à petit et après Lille, Nice, Lyon, s'intéresse évidemment à l'Est aussi. Et je pense que la télé locale n'a pas réussi à ce qu'on a fait nous dans les années 90, à savoir nous fédérer au sein d'un GIE national. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ce qui nous a sauvés en 2020 et ce qui constitue aujourd'hui 40% de nos revenus, c'est le fait qu'on est, depuis les années 90, on est 25 radios associées sur le plan national, on est fédérés au sein d'un GIE qui s'appelle les Indes Radios, 100 autres radios sont venues nous rejoindre en qualité de membres simples. Et quand on agrège nos audiences, notre poids publicitaire sur le plan national est de 18 points quand les premières radios de France, RTL ou France Inter, sont à 12. Et donc on se vend d'un seul tenant, et c'est TF1 Publicité qui est notre régie. Et ça représente 40% de nos revenus. On a fait cette année, on finira l'année 2021, puisqu'on s'est réunis à Strasbourg avec TF1 et les radios du Grand Est avant-hier. On finira avec un chiffre d'affaires national de 95 millions net qu'on se partage à peu près, pas à peu près d'ailleurs, exactement, à l'auditeur près en fait chaque année. Et ça, si c'est ce que les radios ont réussi à imposer, les télés n'y sont pas parvenues. Donc elles sont toutes plus fragiles et elles vivent toutes assez largement de l'argent public. Donc je pense qu'elles vont aller vers une mutualisation de leur contenu parce que, encore une fois, le coût de production d'une chaîne de télé est vraiment très compliqué. La presse quotidienne régionale poursuit sa mutation sur le digital. On a vu ce qu'a lancé le groupe EBRA pardon, avec ASAP il y a quelques temps, donc un pur player de l'information avec un abonnement payant. Évidemment, on lit chaque jour davantage. Je vous parlais du virus tout à l'heure, il refait son apparition de temps en temps, c'est maintenant. La PQR donc va continuer sa mutation digitale et son salut viendra forcément de là. Et nous, les radios de proximité, on va continuer à creuser le sillon de cette proximité précisément pour être toujours plus le porte-voix de ce qui fait la vie du territoire et nous éloigner du robinet à musique qu'on a été pendant 30 ans. On continuera à l'être. Mais je pense que si on veut continuer à être apprécié par la population, il faut vraiment qu'on apporte autre chose et c'est ce à quoi on s'emploie. D'autres le faisaient depuis très longtemps, France Bleu en particulier, avec lesquels on a des relations plutôt courtoises, mais nous on le fait à notre manière, de façon plus sur des formats plus courts et c'est ce qui nous vaut d'être dans le Bas-Rhin, par exemple, la première audience du Bas-Rhin devant toutes les radios nationales ou régionales. Donc voilà, les médias locaux, pour finir, peuvent avoir encore de beaux jours devant eux. Pour peu qu'ils poursuivent leur mutation, qu'ils entendent évidemment les attentes de la population. Et c'était vraiment l'objet de ces assises qu'on a organisées l'année dernière et qui seront certainement prolongées par une seconde édition l'année prochaine, d'autant que ça ne vous aura pas échappé, d'ici là les présidentielles auront eu lieu et qu'on aura certainement face à nous de nouveaux interlocuteurs. Merci beaucoup. Des questions ou des choses à dire ou des tomates à lancer Non, certainement pas, certainement pas. Merci beaucoup Christophe pour cette présentation, ces chiffres et la présentation aussi du positionnement de Mediarun et Top Music. Alors on peut évidemment poser ces questions soit en levant la main de manière virtuelle, soit via le chat. Moi j'ai une première question, peut-être Christophe, sur tu parlais là, justement de la mutation de la PQR, ASAP, les contenus payants. Est-ce que c'est aussi une tendance sur la radio dans les prochaines années de faire des choses qui vont être payantes? La radio historiquement est quand même un média gratuit et je pense que c'est aussi ce qui est apprécié. Première question. Et deuxième question, quelles sont les performances des contenus un peu brain content, des contenus faits par des annonceurs sur vos antennes? Quelles sont les performances suivant les formats, etc. Alors concernant la radio payante, on a vu par exemple la création à l'initiative de Mathieu Gallet de l'agrégateur de contenu de podcast. On voit que tout ça a du mal à s'imposer parce que la jeune génération a du mal à sortir sa carte bleue pour s'abonner, paradoxalement, alors qu'elle le fait très bien sur Spotify et Deezer et oublie même qu'elle paye. Et quand on réunit nos auditeurs et qu'on leur parle de cet aspect-là, nous évidemment la contrepartie du programme qui est mis à disposition gratuitement, c'est la publicité. Donc il faut admettre qu'on
qu'on soit soumis à la publicité, l'un des problèmes auxquels on est nous confrontés, c'est le fait qu'en fait, on est face à nous Spotify et Deezer qui sont perçus comme étant gratuits, enfin qui proposent des abonnements gratuits même s'il y a de petites diffusions de pub dessus, ou alors payantes mais avec des options à 9 € par mois. Et nous, évidemment, on a des flux publicitaires qui n'ont jamais été aussi importants que ceux qu'on connaît aujourd'hui. En 40 ans d'exploitation radio, on n'a jamais diffusé autant de pubs que cette année sur Top. Addition faite des publicités nationales dont je parlais tout à l'heure et de la publicité locale. C'est un gros chantier qu'on a pour l'année 2022 et on n'ira pas au-delà de ce qu'on a diffusé, mais on est déjà arrivé au maximum de ce qu'on pouvait entre guillemets imposer à nos auditeurs qui ont souvent bien du mérite. Donc pour autant, moi je ne crois pas du tout à la radio payante demain. On va peut-être accéder effectivement à des contenus. Les podcasts nous permettent nous d'élargir notre offre et traiter des sujets qu'on ne traite pas forcément à l'antenne sur des formats longs, mais pour autant on les met à disposition gratuitement. Je ne crois pas au fait, moi, demain, que la population soit prête à sortir sa carte bleue pour acheter de la radio, parce que culturellement, c'est comme ça que ça se passe. Si on voit même qu'en matière de presse quotidienne, nationale ou régionale, la mutation est compliquée. Les premières initiatives en la matière reviennent certainement à Jean-Marie Colombani il y a plus de 20 ans pour Le Monde. Aujourd'hui, Le Monde, ça doit être peut-être 100 000 abonnés quotidiens qui payent 5 € par mois pour avoir un contenu. Mais 100 000 à l'échelle d'un pays de 67 millions d'habitants, ça fait combien? Proportionnellement, c'est très peu. Donc c'est compliqué. Et après, les contenus de marque, nous, ce qui nous a permis vraiment de nous développer beaucoup cette année, alors je différencie deux types de supports, ce qu'on diffuse à l'antenne et ce qu'on peut produire par ailleurs et qui est diffusé simplement sur le digital. On a créé, nous, beaucoup de contenus avec des annonceurs qui racontent des histoires sur le long terme. Et 2022 se profile strictement de la même manière. Les contrats qu'on a déjà signés, je parle d'engagement annuel. Je vous donne un exemple sans citer l'annonceur, mais on a signé un contrat important avec un gros employeur régional qui nous dit: moi je veux que tu me racontes une histoire pendant toute l'année parce qu'on produit un nouveau site de production et puis personne ne vient bosser chez nous. Et à la question: oui, mais quel est le message principal que tu veux transmettre, l'annonceur me dit: chez nous la soupe est bonne. Ça veut dire quoi, chez nous la soupe est bonne? Ça veut dire que les conditions de travail sont excellentes, qu'on a une cantine 3 étoiles, que le package social est juste intégral, mais que pour autant, il va falloir qu'on recrute 200-250 personnes l'année prochaine. On a besoin de la radio pour que tu nous racontes ce contenu-là. Donc on a créé beaucoup de contenus ad hoc pour des annonceurs qui sont diffusés à l'antenne. Et après, on vend également depuis quelques temps, avec un certain nombre d'acteurs dont vous êtes à l'UCC d'ailleurs, heureusement, des podcasts natifs sur des sujets. Je pense par exemple récemment à la Chambre des notaires d'Alsace, par exemple, qui viennent enregistrer leur podcast chez nous avec l'agence Noisy d'ailleurs. Et la réussite, puisque c'était ta question, elle passe après par les canaux de diffusion. Alors nous, on a nos canaux qui se fédère un certain profil d'auditeur, mais après, il faut aussi que l'annonceur s'approprie ces sujets et les diffuse sur ses propres canaux. Quand on fait ça, on décroche plutôt la timbale. Tout ne fonctionne pas. Il y a des sujets un peu prétextes qui, évidemment, ne rencontrent pas forcément leur public, mais on va clairement vers ça. Accorde-toi 20 minutes pour écouter un contenu qui t'intéresse parce qu'il t'intéresse. Et nous, à l'antenne, on va évidemment pas l'imposer à une majorité qui n'est pas concernée par le sujet en question, quoi. Donc c'est une vraie diversification pour nous. On a installé un studio dédié au podcast à l'étage ici dans nos locaux, parce que c'est encore une fois ça, oui, c'est quotidien. Tous les jours, on enregistre des sujets de ce type-là. On a été l'une des premières stations en France à le faire de façon un peu vraiment, l'idée première, c'était de nous dire qu'on allait pouvoir toucher un auditoire différent qui n'était pas forcément chez nous et qui peut-être viendrait à nous écouter de façon plus large parce qu'on les aura titillés par le biais d'un sujet de ce type-là. Merci. S'il y a d'autres questions, surtout n'hésitez pas, manifestez-vous. J'ai peut-être une autre question, moi, en attendant. Tu disais que Mediarun est la régie publicitaire de médias papier, notamment Elle. Est-ce que les confinements successifs, la crise sanitaire a impacté l'audience du média papier d'après toi? Est-ce que l'audience et l'intérêt des annonceurs à être présents sur la presse est-il toujours vérifié? Alors, je vais te faire une réponse plus large si tu veux bien, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure et c'était un sujet à part entière.
Évidemment que les confinements de l'année dernière ont été une très mauvaise nouvelle pour les médias audiovisuels aussi. C'est-à-dire que nous, on a besoin, les 2 tiers de notre audience est d'abord générée en voiture. Et il y a des mouvements de fond. Le fait, par exemple, que dans toutes les agglos de France, depuis très longtemps maintenant, on limite la circulation des voitures pour des raisons auxquelles on peut largement adhérer. Hein. Les transports en commun sont évidemment pas des terrains de diffusion pour nos programmes à nous. La jeune génération prend le tram à Strasbourg avec ses oreillettes sur les oreilles précisément, et c'est plus la radio qu'elle écoute. Et donc, quand la population est restée à travailler chez elle l'année dernière et que les commerces sont restés fermés pour partie, la voiture, on l'a beaucoup moins prise. Et donc, les audiences du média radio dans sa globalité ont vraiment dérouillé, quoi. Heureusement, on est revenu assez vite à une vitesse de croisière assez classique. Nous, encore une fois, on a besoin de déplacements. On a toujours plus de mal à pénétrer les centres urbains, encore une fois, pour ces raisons de moindre déplacement. Donc on a été moins écouté et il a fallu qu'on réamorce la pompe pour retrouver un auditoire. Nous, en l'occurrence, l'année dernière, très paradoxalement sur Top, on n'a pas perdu d'audience, mais on en a gagné. Alors que le média radio global a perdu 2 millions d'auditeurs sur le plan national en l'espace d'une année. Donc c'est vraiment un mouvement de fond qu'il faut pas sous-estimer. On écoutera moins la radio durant les prochaines années. À charge pour nous de garantir une part toujours qui nous revienne aussi importante que possible. Pour la presse, c'était à peu près la même chose. On a pu se dire au début que les gens allaient être chez eux, qu'ils allaient avoir le temps, qu'ils allaient donc pouvoir s'acheter des magazines et s'informer ou se divertir. Sauf que pour ça, il faut qu'il y ait des points de vente qui soient ouverts, et il ne l'était pas beaucoup. Donc la diffusion globale de la presse magazine l'année dernière, elle ne s'est pas développée, elle s'est au mieux en fonction des titres stabilisés, mais on ne peut pas dire que ça a été une opportunité pour la presse magazine. Alors si la radio ou le digital produisent des effets sur du trafic, la presse, elle continue, elle, à fonctionner sur des questions liées à l'image ou la notoriété, par exemple. Charge pour nous, encore une fois, d'articuler les choses de façon aussi habile que possible pour qu'on atteigne les objectifs fixés. Mais les confinements l'année dernière n'ont pas été une opportunité ni pour la presse, ni pour la radio. On a vu, à l'inverse, que la télévision s'en était bien sortie et que les chaînes du type Netflix en particulier s'étaient beaucoup, grâce à ça, développées. Sauf que la durée d'écoute de la télé depuis que la vie est repartie à peu près normalement il y a quelques mois est en fort décrochage aussi. C'est-à-dire que c'était vraiment un épiphénomène. Tant la radio a morflé, mais elle est revenue après un niveau d'écoute à peu près semblable. La télé, elle, qui a profité de cette aubaine pendant ce laps de temps-là, n'est pas revenue, enfin, a perdu après beaucoup d'audience, et aujourd'hui, elle est vraiment... il y a 10 jours a eu lieu la diffusion sur TF1 des Energy Music Awards. Donc nous, on regarde chaque année ce que ça donne en fonction des artistes qui sont alignés. L'audience, elle a été catastrophique. Ça a été la 3e audience de la télé. Le téléfilm de France 3 était devant. Il y a eu un match de rugby sur France 2. Donc voilà, on voit que la télé est en difficulté parce qu'encore une fois, on a repris certaines habitudes, et que cette aubaine due au confinement de l'année dernière et au couvre-feu s'est en définitive évaporée. Puis après, un autre point pour finir, c'est qu'on était quand même soumis à une actualité globalement anxiogène l'année dernière, alors qu'on retrouve évidemment en partie en ce moment, hein. Et donc tout ça, c'est évidemment pas bon. On pourrait se dire qu'on a besoin de divertissement pour se laver la tête et penser à autre chose. En réalité, on a quand même tous vécu pendant un laps de temps avec une chape de plomb sur les épaules, et que la presse n'en a pas profité. Je parle de la presse de divertissement, entre guillemets, de la presse mag. La presse quotidienne, elle s'en est plutôt bien sortie, parce qu'encore une fois, l'actualité, elle était quand même très dense pendant cette période, et pas de façon heureuse, on le sait évidemment. Est-ce qu'il y a des formats que tu sens venir très fort sur 2022 et les années à venir, des formats dont on parle peut-être un peu moins aujourd'hui et qui seront les grosses tendances dans les prochaines années? Des formats, tu penses à quoi en particulier? Tu penses à... Est-ce que on a parlé des podcasts, donc là maintenant ça s'est inscrit dans le paysage, mais est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça, que ce soit sur le média papier, sur le média radio, sur le média digital, avec ton expérience? Moi, je pense qu'on va revenir. Enfin, j'aimerais qu'on revienne. J'aimerais qui serais-je pour souhaiter que ça soit comme ça, mais je trouve que ce qui est diffusé sur le digital en général n'est pas toujours d'un niveau dingue, quoi. Les stories, voilà, c'est bien, ça nous divertit pendant un certain laps de temps. À un moment, je pense qu'on pourrait aspirer à autre chose en matière de contenu, et j'espère qu'on se sortira des influenceuses à Dubaï, quoi.
qui font pour certaines d'entre elles une grosse audience, mais bon, une fois que ça nous aura diverti suffisamment, j'espère qu'on pourra passer à d'autres choses. Donc je pense que des formats émergents sur le digital existeront, sur des formats courts, avec des réalisations très dynamiques. Enfin, c'est évidemment ce vers quoi on voit, ce qui existe déjà aujourd'hui. Donc si demain il y a une tendance globale, ce serait peut-être plus de revenir à un peu de fond et un peu moins de bruit de fond, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va te remercier, Christophe, du temps que tu nous as consacré ce matin pour cette présentation et ce panorama des médias locaux, toujours très intéressant. Merci à tous en tout cas pour votre écoute. On va adhérer donc avec la nouvelle structure qu'on est en train de reprendre à l'UCC dans pas longtemps, là. Avant Noël, là. On est en train de déménager aujourd'hui dans nos nouveaux locaux à Nancy, là, et je vous en parlerai très vite en vous disant tout à ce moment-là. Mais en tout cas, merci à l'UCC en tout cas, et puis même titre que ce qu'on fait avec le CIRTI et le rassemblement de nos radios défendant nos intérêts, et évidemment l'UCC a cette raison d'être, et on est bien content d'en faire partie aussi. C'est gentil, on est content que vous en soyez également.